Continue la description socio-économique de Djerba en ce début du XXe siècle. Il y a d'abord le sanctuaire marin, la destruction du sanctuaire marin, ou la fameuse toison d'or de la mer de Triton, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc la pêche est une principale activité de richesse de Djerba, une tradition locale développée des fermes marines avec des titres de propriété sur les parcelles de mer pour un élevage de poissons. Chaque jour, le poisson était cueilli et non pas pêché pour être revendu au marché dans une tradition récente des enchères de Hom Souk. Les enchères, c'est du folklore touristique, c'est nouveau, ce n'est pas ancien. Euh, la richesse du poisson à Djerba faisait qu'on travaillait sur l'export et donc l'obligation de travailler sur des produits stockables, de poissons séchés, d'ouzef, de boutarque. Vers l'an 1940, de nouveaux commerçants grecs découvraient, de nouveaux commerces grecs pratiquaient l'éponge avec leur gigantesque marché. Les fameux Bougars et Tapia, deux principaux négociateurs franco-espagnols, dominaient le marché du poisson et de l'exportation du frais de Djerba vers la France et l'Italie. Ils exportaient des sols, des loups, des rougets, des dorades, des mérous, des pageaux, des mulets, des bonites, des maquereaux, des anguilles, des pagres, des poulpes sèches, raies, tortues, mollusques. En 1960, 11% de la population restait active dans la pêche. Alors, aujourd'hui, le secteur est quasi mort. Le golfe, il est pollué. Le golfe de Gabès est asphyxié de déchets chimiques. Le pont aussi empêche la circulation de l'eau d'El-Qantara. Donc voilà, le sanctuaire marin de Bourrara a été pollué, asphyxié. Aujourd'hui, le poisson de Djerba ne vient pas de Djerba. Et donc là, on a une ressource fondamentale qui a été détruite. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la toison d'or, donc cette culture grecque de Triton qui se retrouve noyé. Et c'est quoi la toison d'or? C'est l'immortalité. Alors, l'immortalité, c'est la vie, bien sûr. Alors, je vais vous lire, revenons à l'exceptionnel lieu marin du golfe de Bourrara. L'ancienne culture grecque rapporte le mythe de Jason, navigateur qui s'en est allé quérir la toison d'or pour gagner l'immortalité de l'homme. C'est l'obligation du pêcheur d'aller trouver la production de son alimentation afin d'assurer sa survivance. Lorsque les filets furent pleins de poissons, Jason se trouva bloqué dans la mer de Triton. Cette mer de Triton, c'est le golfe de Bourrara. Cette mer qui est renfermée, composée d'une exceptionnelle richesse naturelle avec une baie, un rivage, une multitude d'oiseaux, beaucoup de poissons, une eau peu profonde, une forte luminosité, une chaleur solaire et des courants marins qui permettent le brassage des eaux, le renouvellement des micro-organismes et le développement d'une faune marine, la diversité des espèces. Cette richesse halieutique est notre toison d'or de Jason, c'est le golfe de Bourrara. Ulysse et Jason furent d'illustres navigateurs. L'un était connu pour les lithophages qui lui firent oublier son Ithaque natal, et l'autre est connu pour avoir trouvé la toison d'or. Donc voilà, c'est un rappel de cette culture grecque de Tunisie, bien avant la culture romaine, après la culture arabe, les cultures musulmanes, berbères, etc. Voilà. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un chapitre intéressant, c'est le réseau routier que j'ai intitulé La traverse de l'Hymen. Tout comme fut détruit le sanctuaire marin de Triton, le réseau fermier de l'île fut balafré par le tracé du bitume comme un travers de l'Hymen. La stratégie des transports à Djerba fut profondément destructrice de l'identité du mode de vie, du réseau communautaire, de l'équilibre naturel, du paysage végétal de la production, des mentalités, des variations climatiques, etc., 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 etc. Pour entendre ce drame des infrastructures routières, il importe de comprendre la structure originelle. La culture et l'identité de Djerba ont été inspirées par la géographie d'un sol réduit, de son rivage marin, de son environnement saharien. Ils ont concilié l'absence d'eau, le manque de ressources, l'expérience des hommes pour délecter un terreau fertile de production, autant pour une agriculture diversifiée sur un sol réduit, la culture extensive de l'olivier sur le continent, les fermes marines sur le rivage. Les Djerbiens n'avaient pas la tradition de la ville et du pouvoir central.
ils constituaient une interdépendance de petites fermes autour d'un réseau de communautés. Dans leur terroir, les fermes agricoles, donc les houches, développaient un modèle d'autarcie à l'idéal d'une solitude de l'île pour produire, nourrir, servir, former, stocker, se défendre. Les houches de Djerba composaient le mode de vie autonome au sein d'un réseau social comme les cellules d'un corps biologique pour composer un tissu communautaire. Les habitations éloignées les unes des autres étaient reliées entre elles par un labyrinthe de sentiers. C'est là où je veux en arriver. Les habitations éloignées les unes des autres étaient reliées par un labyrinthe de sentiers végétaux et de chemins tortueux. Ce réseau impénétrable isolait les familles pour protéger les vies intimes, conserver les ressources et aussi contribuer à la beauté de l'île. Tout visiteur ne pouvait pénétrer dans la ruche parce que ce réseau routier, enfin ce réseau de sentiers des manoirs germiens, comme les cellules d'un corps biologique, elles sont. J'ai fait une image avec la ruche d'abeilles. Alors, tout visiteur ne pouvait pénétrer dans la ruche sans se lier au social et un accompagnement des populations locales pour être accepté ou rejeté, sinon se perdre et périr. Cette originalité, cette originale structure de défense et de sécurité des clans familiaux a longtemps perduré jusqu'aux années 70. Alors, ceux qui connaissent Djerba, ceux qui connaissent l'ancien Djerba, savent combien ces routes étaient belles. C'était des sentiers, mais l'automobile s'est imposée et on a détruit toutes ces tables, ces haies végétales, etc. Alors, maintenant, je reviens à l'histoire et je vous parle de 1931. Le président Paul Doumergue se rendit à Djerba avec la rigueur d'un programme et d'un emploi du temps. Le président français Paul Doumergue prévoit de venir à Djerba avec un programme de président, bien sûr, avec un emploi du temps, avec une rigueur, etc. Les imprévisions de notre pays ont décalé l'entièreté de son plan. Il détermina alors l'intérêt stratégique des communications pour les infrastructures d'embarquement à Jorf et des routes carrossables dans l'île. C'est-à-dire qu'il venait, je pense qu'il venait de Gavès, enfin, il devait aller dans l'île de Djerba, et il a prévu, voilà, j'arrive à telle heure, j'embarque, et j'arrive à Djerba, je rencontre telle personne, je passe une nuit à l'hôtel, et je repars. Et le pauvre président, quand il arrive, le bac, il n'est pas là, il a mis du temps, et le temps de rejoindre Homt-Souk, qui était la principale cité, il a vu que que les routes étaient cabossées, que c'était pas carrossable, et quand finalement il arrive à Homt-Souk le soir, il est fatigué, il va se dormir, et le lendemain, il se réveille, on dit, allez, monsieur le président, on repart. Mais non. Et alors, il tire comme conclusion, c'est qu'il faut améliorer le réseau routier. Donc ça, c'était l'intention. Il détermina l'intérêt stratégique des communications pour les infrastructures d'embarquement à Jorf et des routes carrossables dans l'île. Malgré cette recommandation présidentielle, l'autorité de Djerba ne parvenait pas à dessiner un réseau routier en raison du tissu communautaire, du droit forestier, des propriétés agraires et des traditions coutumières, de l'émiettement des propriétés, l'occupation du terrain, la difficulté de vente. À Djerba, à l'époque, on ne pouvait pas vendre aussi facilement. Vendre à quelqu'un, c'était assimilé à de la trahison. Et l'expropriation impossible. De sorte, il fut impossible de tracer des lignes de réseau et l'île s'en convenait. Les Djerbiens travaillaient en réseau de communautés, de sentiers légendaires. L'automobile était le bien privilégié de quelques hauts fonctionnaires. Donc eux, ils utilisaient le vélo, le bourricot, etc. Donc c'était les dromadaires, donc ils avaient leurs habitudes et n'avaient pas besoin de réseau routier. Seul un aérodrome militaire de Milita fut établi en 1942 et 2 tronçons de route et quelques pistes. Donc vous voyez que l'autorité sur Djerba n'a pas réussi à faire un réseau routier parce qu'il y a le droit foncier, parce qu'il y a les coutumes, et c'est impossible parce qu'il y a une densité entre les manoirs. On ne peut pas tracer une route, on ne peut pas exproprier les gens parce que bon, c'est un état de droit aussi, et puis bon, il y a aussi l'intérêt. Alors, jusqu'aux années 60, les insulaires utilisaient des vélos, des vélomoteurs,
des carrioles, des animaux de transport, des calèches à dos de cheval ou de chameau. Alors, la Tunisie indépendante se préoccupa des infrastructures de transport. Dans les années 50, l'aérodrome de Melita fut ouvert à l'aviation civile. Agrandi et modernisé en 1971. Il devenait l'aéroport international de Djerba-Zerzis, capable d'accueillir un Boeing 747 et un incessant flux de charters pour l'industrie du tourisme. L'île n'était plus une terre sauvage, isolée, mais un prestigieux lieu de vacances, rentable pour l'investissement. Alors, je parle maintenant aussi de la chaussée romaine, et je parle de la route secrète de Trigjmel, pardon, qui était empruntée par les caravaniers. Alors, on a la route romaine, qu'on appelle Gantra, et on a une route secrète qu'on appelle Trigjmel. Alors, dans le récit des aînés, Gontra était notre route secrète. Mais je pense qu'elle était plus secrète depuis longtemps, parce qu'elle était invisible quand il y avait la marée, mais bon, tout le monde la connaissait. Mais il s'avère que Trigjmel est une autre route, parce que la route romaine, elle fait 6 km, et Trigjmel fait 4 km. Et c'est une route à travers la mer, avec 20 cm de profondeur à marée basse, et donc différente de la chaussée romaine. L'actuelle Gantara n'est pas une route secrète depuis fort longtemps, empruntée par les charges Hafsi, les expéditions punitives de Tripoli, les razzias de nomades ou les percepteurs bellicaux. En 1892, sous l'autorité du caïd Ali Ben Keshkouch, oui, vous voyez, je trouve des trucs intéressants. Je vous avais dit que les Ben Ayed n'étaient plus caïds, et en fait là je retrouve le nom. Le caïd de l'autorité de Djerba s'appelait Ali Ben Keshkouch en 1892. Effectivement, ça correspond parfaitement, puisque en 1894, Ben Ayed avait été pas destitué, mais enfin il s'était enfoui. Voilà. Alors, le caïd Ben Keshkouch fut évoqué l'intérêt économique de reconstruire la chaussée romaine. Elle deviendra principale artère de contact, de migration, d'échange, de transport pour la circulation des marchandises et des hommes. Dans le même temps, les Djerbiens poursuivaient leur migration vers l'étranger pour un plus face à la pauvreté, tandis que les continentaux affluaient dans l'île pour la fuite d'une autre misère. Dans son rapport du 5 mars 1542, le contrôleur civil évoque 560 familles nomades originaires de Mednin, Tataouine, présentes dans le contrôle civil de Djerba. 351 sont indésirables. Ça, c'est le rapport du contrôleur civil du 5 mars 1942. Lorsque le pouvoir du protectorat de Tunis envisage de les expulser, le contrôleur réclama de les garder car l'île manque de main-d'œuvre. Alors, les nomades contribuent à tous les travaux dans l'administration, la pêche, l'agriculture et le travail saisonnier. Donc, et alors, on a le contrôleur qui lui répond à nouveau, faudrait savoir un peu ce que vous voulez, quoi. D'une part, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là, et quand on se propose de les renvoyer, vous n'êtes pas d'accord. Donc, il faut savoir ce que vous voulez, monsieur. Voilà, bon, ça c'est. Bon, je vais passer tout ça. Il y a une question aussi sur la sécurité. Plusieurs remparts protègent la sécurité de Djerba. L'ancienne Ménex a donné son nom à l'île parce qu'elle était principale cité marchande, à la fois ouverte sur la mer et proche continentale, donnant sur le commerce transsaharien. Elle fut probablement prospère à l'époque romaine, ainsi que le prouvent les restes puniques de pylônes, de marbre aux différents coloris, de mosaïques, de nécropoles, de voies routières, de résidus de ruines, constructions de dépôts, etc., 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 etc. Valérie Maillet écrit en 1882 sous les ordres du général Jamet, des fouilles considérables ont été exécutées par le 71e de ligne. Grâce à ces travaux, nous avons pu voir quelque chose de toutes ces merveilles. Pourquoi faire des fouilles si on n'est pas capable de les mettre en valeur? Ouf. C'est intéressant ce qu'il dit là, le général Jamet. Le Louvre n'a rien reçu de ce qui a été trouvé, rapporte Tissot. Nous avons vu 30 à 40 mosaïques intactes que l'on a malheureusement abandonnées au soleil. Entre les monticules sur la plage, on ne marche que sur des débris, morceaux d'amphores, de tuiles, qui deviennent peu à peu du sable aux teintes colorées. La mer en fait des galets. Nous avons trouvé des épingles à cheveux,
une navette, une sorte d'étui, un dé à jouer et un gobelet pour lancer, etc. Je vous cite le général Jamais, rapport du général Jamais, hein, donc en 1882. Alors, Ménex a disparu parce qu'elle était, parce qu'elle devenait cible de pillage et de conquête, visible et ouverte aux invasions continentales. Bon, c'est un gros chapitre, hein, donc je ne vais pas tout lire. Euh, oui. Bon, j'aimerais bien arriver au XXe siècle. XXe siècle à Djerban. Alors, quand je vous ai parlé des appétits colonialistes, la France a rapté la Tunisie. Et qui c'est qui n'est pas content? Bien sûr, les Ottomans voudraient essayer de la récupérer. Et il y a plusieurs opérations qui sont organisées, dont les services secrets français étaient au courant. Donc, on a des traces de ces activités. Mais il y a aussi les Italiens. Les Italiens aussi ne sont pas contents de ce rapt. Et alors, ils furent, ils furent aussi amers d'avoir perdu la Tunisie. En 1913, ils interdisaient la navigation des pavillons non italiens dans les eaux de Sirte. Ils interdisaient la navigation des bateaux non italiens dans la baie de Sirte. Les Djerbiens, les cabotaires djerbiens furent sanctionnés car ils ne pouvaient plus rentrer dans les ports libyens alors qu'ils avaient des stocks, des dépôts, des marchandises. Donc les Djerbiens ont une tradition avec les ports commerciaux de Libye. Et donc là, ils étaient sérieusement handicapés. Alors le gouvernement français critiqua l'attitude italienne et de là, les Djerbiens ont redéployé leurs activités sur l'Algérie. Et donc maintenant, nous avons une partie de notre famille qui s'est installée en Algérie. C'est vrai que dans les années 20 et dans les années 30, et donc y a des raisons. Donc ce découragement des Italiens sur la baie de Sirte, euh, pour solution, ben voilà, on vous offre des opportunités sur l'Algérie, et c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi certains de nos parents, de mes parents, sont allés en Algérie. Voilà. Voilà, bon, je veux surtout en terminer, c'est pour ça que, voilà. Je ne sais pas de quoi je parlais, mais je vais réfléchir. Allez, ciao, ciao.